La grande interview Europe 1 CNews. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, le disque est cassé. C'est-à-dire, le disque est cassé? L'album du Mozart de la finance. Non, je crois qu'on fait des choix qui sont des choix courageux. 44 milliards de baisse de la dépense publique. Je crois que c'est une nécessité pour le pays. Je crois que les Français sont lucides sur le fait qu'on ne peut pas augmenter la dette de manière supplémentaire, qu'on ne doit pas alourdir la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises, parce que l'attractivité, elle n'est pas tombée du ciel. Le fait que pour la 8e année consécutive, la France soit le pays le plus attractif d'Europe, c'est-à-dire la capacité à recréer de l'industrie, à recréer de l'emploi, c'est aussi lié justement aux politiques économiques et fiscales qu'on a mises en place. Mais on éteint la musique, la fête est finie? Non, il n'y a pas une fête qui a eu lieu ou pas. Il y a des choix qui ont été faits. Moi, vous savez, j'aurais jamais honte d'avoir protégé les Français pendant le Covid, d'avoir encore des cinémas, des théâtres, des restaurants, des commerces qui sont ouverts, alors que dans beaucoup de pays comparables à la France, vous n'avez plus la même vie dans nos centres-bourgs. Vous avez eu des pertes de compétences parce qu'il n'y a pas eu le chômage partiel. Donc ça, vous savez, jamais je renierai ce que nous avons fait, parce que je pense que, 1, il fallait le faire, 2, personne ne nous demandait d'arrêter la dépense publique. Au contraire, on nous demandait, au moment où avec Bruno Le Maire, on a souhaité enlever de la dépense publique, on nous demandait de continuer. Est-ce que vous convenez aujourd'hui qu'il y a un début de rupture avec François Bayrou, qu'on change de partition? Mais en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on est dans un moment politique qui n'est pas le même et un moment budgétaire qui n'est pas le même. Et donc, on fait des choix. On fait des choix. Et ces choix-là, c'est d'abord le choix de la dépense publique sur l'État. Avant de demander des efforts aux Français, c'est d'abord l'État qui doit être exemplaire, qui doit réduire sa dépense sur les agences, sur les opérateurs, y compris sur la dépense sociale. Il ne vous a pas échappé qu'on a conduit une réforme des retraites et qu'on a été parfois seul pour conduire cette réforme de retraite. Il y avait peu d'alliés. Le Rassemblement national refusait de supprimer les régimes spéciaux de retraite, par exemple. Une réforme qui aujourd'hui n'est déjà plus suffisante. Une réforme qui était nécessaire parce que si nous ne l'avions pas conduite, quel serait le niveau d'endettement de notre pays? Il serait bien supérieur à celui qu'on a. Et à l'époque, les mêmes qui aujourd'hui disent qu'on a trop endetté ou qu'on a trop dépensé, refusaient qu'on conduise cette réforme qui était pourtant une nécessité absolue pour notre pays. D'abord pour nos retraités, pour garantir que leur pension de retraite soit payée. Aurore Bergé, est-ce que les caisses sont vides ou il reste encore des fonds de tiroir? Il reste plus que des fonds de tiroir parce que la France est un grand pays, parce que la France est une grande nation et parce que nous avons fait des choix. Vous le savez, on assume de baisser la dépense publique par rapport à ce qu'elle aurait été si rien n'avait été fait, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne continue pas à faire des choix qui sont des choix de protection des Français, sur le modèle social, sur le choix du travail, évidemment, qui est le nôtre, et puis sur le réarmement de la France, puisqu'il y a un choix très courageux sur les questions militaires, et aussi, je tiens à le dire, sur mon budget, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, puisqu'il n'y aura pas 1 euro en moins pour lutter contre ce qui est un fléau, c'est-à-dire les violences qui sont faites encore aujourd'hui dans notre pays aux femmes. On en vient à votre budget, on en vient à vos choix. Oui. Vous avez annoncé il y a quelques jours la mise en place d'une coalition d'une dizaine d'associations dont la mission sera de dénoncer auprès de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, les contenus haineux en ligne. Oui. Ces associations, il faudra les payer? Alors, déjà, je ne crée pas une dénonciation collective et je suis très heureuse que vous me posiez la question parce que ça permet de clarifier par rapport à beaucoup de contre-vérités que j'ai entendues. Et d'ailleurs, je me réserve le droit, avec mon avocate, d'attaquer en diffamation un certain nombre de choses que j'ai vues. Parce que quand on parle, par exemple, d'autodafé, c'est-à-dire faire référence aux nazis, alors que tout simplement je veux lutter contre l'antisémitisme, je trouve que c'est particulièrement inapproprié. On fait face à une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. On va venir au fond. Maintenant, renforcer par exemple des associations. Budget, ça va coûter combien? Renforcer. Alors déjà, ce ne sera pas 1 euro de plus, c'est un choix que je fais de dire qu'à un moment, à budget constant, je fais des choix. Et ça, c'est la force de la politique, c'est de faire des choix. Je n'ai pas demandé 1 euro en plus. Mais votre choix, je fais un arbitrage. Des associations qui sont déjà subventionnées. C'est de renforcer certaines associations parce que face à l'antisémitisme, je ne laisserai rien passer. Parce que nous avons fait le choix dans la loi d'avoir des associations qui sont ce qu'on appelle des tiers de confiance pour signaler des contenus. Et je ne suis pas là pour faire la censure ou de la délation. En revanche, je refuse que l'antisémitisme, que le racisme, que l'homophobie, que la haine à l'encontre des femmes, alors qu'on a déjoué un attentat il y a 3 semaines d'un homme qui voulait tuer des femmes, soit la règle dans notre vie, y compris sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'assume d'accompagner évidemment le CRIF, j'assume d'accompagner la LICRA, j'assume d'accompagner SOS Racisme et d'autres associations. Le planning familial, parce que je refuse. Oser le féminisme, SOS homophobie également. Mais bien sûr.
Et pourquoi je le ferais pas? Parce que vous pensez que l'homophobie, c'est la règle? Non. Non, L'homophobie, c'est un délit. C'est pas une opinion. Et donc, je considère, non, mais oui, SOS racisme, que quand on voit, par exemple, il suffit d'ouvrir TikTok, d'ouvrir Snapchat. C'est pour ça que j'ai convoqué à plusieurs reprises les plateformes pour voir la haine. Et malheureusement, vous savez, cette haine, elle a des conséquences sur la vie a poursuivi réelle. en justice ces dernières années l'historien Georges Bensoussan. C'est l'ancien responsable éditorial du mémorial de la Shoah. Ce n'est pas rien. Je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit, vu son parcours et ses écrits. Il avait eu le malheur de dénoncer un antisémitisme arabo-musulman dans certaines banlieues françaises, incitation à la haine raciale. Voilà de quoi l'accuser, par exemple, Monsieur Sopo, que vous allez subventionner. En se basant sur ce cas concret, oui. Vous réagissez comment? Les Français, est-ce que les Français ont encore le droit simplement sur de une dire décision de en justice. France, Quelle a été la décision de justice en l'espèce? En l'occurrence, il a été relaxé. Voilà, donc il y a une décision de justice. Moi, je ne suis pas là pour commenter une décision de justice. En première instance, en appel, en cassation. Ce que je dis de manière très claire, mais vous soutenez une association que notre responsabilité en justice, une personnalité comme Georges Bensoussan. Je vous laisse reprendre par exemple les écrits d'SOS Racisme au moment des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Vous verrez qu'SOS Racisme a été d'une clarté absolue dans la condamnation des attaques terroristes du 7 octobre en Israël, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde malheureusement dans notre pays. Donc et quand siègent l'un et l'autre à côté, Jonathan Arfi et Dominique Sopo, ou Galina par exemple pour la LICRA, eh bien moi je trouve aussi que c'est notre responsabilité et notre rôle. Encore une fois, le sujet n'est pas de choisir des associations. Moi, je ne suis pas là pour choisir des associations parce qu'elles me feraient plaisir. Je ne suis pas là pour choisir des associations parce qu'elles soutiendraient l'État ou qu'elles soutiendraient le gouvernement. Moi, je suis là pour soutenir. Vous ne les avez pas sélectionnées, ces associations ? J'aimerais finir parce que c'est important. Je suis là pour accompagner des associations dans le combat universaliste et républicain qui est le nôtre. Et dans le combat universaliste et républicain qui est le nôtre, on adresse dans le même mouvement la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. D'ailleurs, le propos qui était celui de Jonathan Arfi, président du CRIF, au dîner du CRIF, était exactement celui-là. Ne rien laisser passer face à la haine antisémite, qui est un poison mortel pour notre pays et pour la démocratie. Et ne rien laisser passer au regard de crimes racistes qui, malheureusement, ont existé. On ne peut pas parler d'impartialité. Mais attendez, ils ont une certaine vision. Peut-être vous aussi êtes-vous militant, allez savoir dans les questions que vous me posez ce matin. Vous savez, le militantisme, c'est tout simplement avoir des convictions. Vous avez le droit d'en avoir, j'ai le droit d'en avoir. Moi, ce que je sais... Il y a bien une sélection, c'est ce que je veux dire. Vous avez des convictions, vous sélectionnez en tant que ministre. Ce que je sais, c'est que c'est l'ARCOM qui décidera par rapport à des règles très strictes édictées dans la loi, qui peut devenir signaleur de confiance ou pas, pour ensuite faire en sorte que nos enfants et nos adolescents soient protégés de la haine. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de la délation, ça ne veut pas dire que ce seront des opinions politiques qui seront critiquées. Par contre, oui, nous avons aujourd'hui des responsables politiques, vous l'avez par exemple rappelé ce matin, Rima Hassan, qui diffusent de la haine. Et donc oui, justement, on peut assumer de refuser tout simplement ce qui est illégal. Vous parlez de haine en ligne, le chanteur Amir. Je finis juste. Et ce qui est illégal hors ligne doit l'être également en ligne. L'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, la haine à l'encontre des femmes qui conduit à ce que des hommes aujourd'hui veuillent commettre des attentats pour tuer des femmes, c'est illégal. J'entends que ce le soit et j'entends continuer à lutter pied à pied contre cela. Lorsque vous voyez que le chanteur franco-israélien Amir fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, menée notamment par des mouvements pro-palestiniens, menés par certains élus de la France insoumise, vous faites quoi ? Je dis que j'ai justement raison d'avoir cette coalition d'associations pour que la haine en ligne, justement, ne soit plus la règle. Et pour renforcer celles et ceux qui pourront dénoncer la haine en ligne, pour qu'elle puisse, encore une fois, ne pas être le contenu systématique que nous avons. Amir est à la fois un très grand artiste, il a tenu des positions qui sont très claires. La condamnation des attentats terroristes qui ont coûté la vie à 50 Français le 7 octobre 2023 en Israël. Des messages de paix, d'ailleurs, assez clairs. Aujourd'hui, certains refusent de chanter à ses côtés pour deux raisons évidentes. Un, parce qu'il est franco-israélien, et sans doute, malheureusement, parce qu'il est de confession juive. Et ça, c'est intolérable. Et ça n'a pas sa place dans la République française. La grande interview Europe 1 CNews, Aurore Berger, en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du burkini sur les plages ? Oui, évidemment. Oui ? Oui. Aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a un maire, le maire de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, qui a vu son arrêté municipal qui interdisait sur ces plages le burkini. Il a vu cet arrêté
annulée par la justice? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le cadre légal qui permette à un maire de décider ce genre de choses. Mais moi, vous savez, j'ai toujours eu des positions extrêmement claires. Je n'ai pas attendu que certains se réveillent pour avoir des positions extrêmement claires sur la lutte contre l'entrisme islamiste, sur la lutte contre le prosélytisme religieux. Ça fait des années que je demande, par exemple, l'interdiction du voilement des fillettes, parce que je pense que conditionner nos enfants dès le plus jeune âge en leur expliquant que les petites filles doivent être soumises ou qu'elles doivent être pudiques est, à mon avis, un problème quand on est favorable à tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que cette égalité, elle se construit dès le plus jeune âge. On vient de parler d'un maire, celui de Carrie Lerouet, mais les maires sont aussi aux premières loges face à la montée de l'insécurité dans notre pays. Hier, dans le département, votre département des Yvelines, à La Verrière, une femme a attaqué une policière municipale avec un couteau de cuisine avec une lame de 20 à 30 cm. Aurore Berger, est-ce que l'on n'est pas arrivé au stade où il faudrait systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux? C'est à la discrétion, et vous le savez, des maires. Le maire de La Verrière a fait ce choix-là, et je salue Nicolas Dainville, qui est un maire courageux dans le département des Yvelines, très régulièrement d'ailleurs attaqué par la France Insoumise. Après, c'est le choix discrétionnaire des maires. Nous allons d'ailleurs travailler sur un texte sur la question de la police municipale et du renforcement des prérogatives des polices municipales. C'est aussi aux Français de faire des choix clairs au moment des élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Et dans ces choix pour les élections municipales se posera la question justement d'avoir ou de ne pas avoir des polices municipales, de les armer ou de les désarmer, puisque certains maintenant veulent les désarmer systématiquement, ce qui n'est évidemment pas le projet que je soutiens et que je porte. Aurore Berger, on parlait il y a quelques instants de la France insoumise. L'ancien ennemi public numéro 1, le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, va sortir de prison la semaine prochaine. Ce militant d'extrême gauche, marxiste, pro-palestinien, avait été condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates américains et israéliens. Aujourd'hui, en 2025, la gauche se réjouit de la libération de ce terroriste. C'est jamais une bonne nouvelle qu'une personne qui a été condamnée pour complicité de crimes terroristes soit libérée. Mais ce qui est encore plus insupportable, en tout cas, ce qui est encore plus insupportable, c'est que certains puissent se réjouir qu'un homme qui a été condamné, reconnu coupable par la justice française, parce que complicité de crimes terroristes pour 2 personnes qui ont été assassinées, se réjouissent de cette libération et fêtent cette libération. Pire, et oser dire qu'il s'agissait d'un prisonnier politique. Il n'y a pas de prisonnier politique en France, il y a une justice. Et cette justice, elle est indépendante, elle est impartiale, elle a fait son travail en condamnant. Et je regrette évidemment ces prises de position insupportables. Mais est-ce que la perpétuité, aujourd'hui, en France, la prison à vie, ça veut encore dire quelque chose ? Il faut que ça puisse dire quelque chose, il faut que la peine veuille dire quelque chose, il faut que la peine soit prononcée le plus rapidement possible après les faits, il faut que la peine soit exécutée jusqu'à son terme, parce que la peine, c'est aussi évidemment la capacité à réparer dans une société, et c'est la capacité à dire aussi quelle société nous voulons. Et la société que nous voulons n'est pas une société qui fait l'apologie du terrorisme de manière évidente, en tout cas, ce n'est pas la société que moi je veux. Pendant ce temps, lui, Boualem Sansal, est toujours enfermé en prison en Algérie. Cela fait 244 jours, 8 mois que notre compatriote est emprisonné. Rien ne bouge, ou si peu. En tout cas, c'est le constat de son comité de soutien. On attend quoi ? On a agi, vous le savez. On a agi, que ce soit par le ministère des Affaires étrangères, par le ministre de l'Intérieur, par le président de la République lui-même. Vous avez raison de rappeler son nom, Boualem Sansal, parce qu'il est d'abord français, parce qu'il est malade, parce qu'aujourd'hui il est condamné pour la liberté d'expression qui est la sienne. Je recevais il y a quelques temps au ministère Kamel Daoud, qui a été prix Goncourt, qui ne peut plus se rendre dans ce qui est aussi son pays, c'est-à-dire l'Algérie, qui a même peur de se rendre dans certains autres pays qui ont des accords d'extradition avec l'Algérie. Se dire qu'on a des journalistes, des auteurs, des artistes qui risquent la prison et la réclusion pour le simple fait de défendre la liberté et en plus de défendre la langue française, c'est évidemment insupportable. Mais on fait quoi ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au stade où il faut changer de méthode ? On a, je crois, vous le savez, un engagement qui est très clair et qui est très déterminé. Après, il y a ce qui se dit publiquement, il y a ce qui se fait, parce que notre enjeu, c'est quoi ? C'est pas. Mais le silence, visiblement, ça ne marche pas. C'est de faire et c'est de réussir, évidemment, à obtenir sa libération, parce que c'est un homme malade, c'est un homme fragile, et c'est un homme qui, de toute façon, au-delà du fait de son âge et de sa maladie, ne mérite pas la condamnation qu'il a subie. Vous ne pensez pas qu'il serait le temps de soulever certaines questions, comme la question des visas, de l'accord de 68, des réseaux financiers algériens en France ? C'est des questions qui sont soulevées de manière extrêmement régulière, notamment, évidemment, sur la question des visas. Je n'ai pas vraiment de doute sur l'engagement très clair, qui est celui de l'ensemble du gouvernement et qui est celui personnel du président de la République
pour garantir que cette libération puisse être faite, comme pour l'ensemble des otages français, puisque nous avons d'autres otages à travers le monde pour lesquels nous luttons évidemment. Pour être craint, il faut être puissant. C'était les mots d'Emmanuel Macron dimanche soir. On est puissant dans ce dossier ? La puissance, c'est la puissance militaire qui doit être la nôtre, c'est la puissance économique qui doit être la nôtre, c'est la puissance diplomatique qui doit être la nôtre, c'est le fait que depuis 8 ans, la France, elle est respectée. Et elle est respectée parce qu'on a un président de la République qui a démontré l'engagement international qui est le sien, qui n'a jamais fait honte à la France, qui au contraire a permis à la France de retrouver une voix claire sur la scène internationale, ce qui n'avait pas toujours été le cas dans un passé récent. C'était la grande interview d'Aurore Bergé sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.